Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Alors, dans cette nouvelle séance aujourd'hui, une des choses que l'on veut faire, c'est de parler du phénomène des sectes, de faire des parallèles entre les trois organisations religieuses à tendance sectaire dont on a parlé. C'est sûr qu'on a parlé plus de la scientologie parce que c'est ce que Michel Laflèche-Francoeur connaît le plus, mais on va essayer de faire des liens aussi avec les Brahma Kumaris et la mission de l'Esprit Saint. Je voulais aussi, après, couvrir un peu des dommages, des problèmes, revenir sur les dommages et les problèmes faits par les sectes et aussi sur les promesses qu'elles peuvent faire, que ce soit à l'individu ou au niveau des changements sociaux qu'elles permettent d'accomplir. Donc, si tu me permets, je me suis fait une petite liste, je me suis fait une petite liste qui est pas exhaustive, mais qui donne des exemples que je tire de ton livre des dommages qui peuvent être faits par la scientologie. Donc, une des choses que je retire, c'est qu'elle pratique une forme de torture. À titre d'exemple, lors des routines d'entraînement, tu dis dans ton livre que tu trouves que ça ressemble à une forme de torture. Est-ce que tu veux réagir tout de suite ou tu veux que je passe ma liste? Oui, je voulais saluer Michel Bellé. Ah oui, salut Michel. T'es bien discret, je trouve. On ne s'est pas parlé encore. Je vous laisse aller là. OK. Moi, là, je vais te dire, par rapport aux routines d'entraînement de scientologie, là, moi, quand j'ai comme fait un genre de psychose là, qui a fait que j'ai écrit mon livre, là, quand j'ai commencé à capoter, j'étais rendu dans les évangéliques, là, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis Puis quand j'ai écrit mon livre, je suis retourné dans le passé, dans mon enfance, dans mon vécu, puis quand je suis arrivé sur la scientologie, là, j'ai commencé à m'informer sur l'Internet pour voir est-ce que c'est moi qui étais fucké d'avance? Si la scientologie j'avais vécu des choses en scientologie qui auraient pu m'endommager psychologiquement. Puis là, je suis tombé sur des vidéos, sur des pages Internet qui expliquaient les TR, puis qui parlaient de ce que ça faisait, que c'était du brainwashing, que ça provoquait la dissociation. Il y a même sur YouTube des vidéos que j'ai vues avec un qui s'appelle Jesse Prince, par exemple. C'est un haut gradé de la scientologie des années 70-80, où ce qui montre un exemple de TR. Puis ils expliquaient que c'était du brainwashing, puis ils expliquent le phénomène de dissociation. Puis c'est là que j'ai réalisé que je me suis identifié à ce qu'ils expliquaient. Puis que j'ai vu que j'avais bien vécu ça, moi aussi. Puis j'ai commencé à comprendre ce qui m'était arrivé. Puis là, je me suis revu dans la salle de cours, puis à vivre ces phénomènes-là. C'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir mettre des mots là-dessus. C'est pas moi, Michel Laflèche-Francoeur, qui a réussi à tout analyser mon passé pour voir qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est d'autres individus et puis des spécialistes des sectes. Excuse, vas-y, j'en sais pas. Je veux juste rappeler à nos auditeurs que TR, c'est l'acronyme anglais pour Training Routine. C'est des routines d'entraînement qui sont, tu sais, on en a parlé précédemment quand tu es assis en face de ton auditeur. C'est ça, les TR dont tu parles. C'est pas en face d'un auditeur. C'est des routines d'entraînement à la communication. Puis on nous vend ça en nous disant que c'est des procédés qu'on utilise pour améliorer notre communication, pour quand on va être un auditeur, pour pouvoir contrôler la personne qu'on est en train d'auditer. Quand elle traverse des moments difficiles, des fois, elle voudrait fuir la séance d'audition. En s'entraînement à la communication, ou qu'on soit capable aussi de
confronter, admettons que notre préclaire, là, la personne qu'on audite, elle traverse des événements dans son passé dramatiques pour pas que nous, on perde le contrôle de nos émotions, de la communication, qu'on continue pour faire passer la personne au travail. Mais c'est des entraînements à la communication. Donc, on vend ce cours-là à monsieur tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui va devenir des auditeurs. On le vend comme un cours de communication pour améliorer notre communication. Mais dans le fond, ce sont des procédés qui servent à mettre les gens dans des états de dissociation pour qu'ils deviennent vulnérables à la suggestion. Au début, L. Ron Hubbard a formulé ces procédés-là comme des procédés d'audition pour mettre les gens dans un état de transe. Quand il a fait ça. Puis après ça, là, il les a maquillés, puis il les a appelés des exercices pour améliorer la communication. C'est ça, c'est les training routine of communication. Routine d'entraînement à la communication. Fait que dans une TR, tu es assis en face de quelqu'un, on te demande de pas bouger, de pas réagir, et c'est vraiment un genre d'entraînement à devenir impassible, à ne plus réagir, à être immobile. Exactement. Et tu associes ça dans ton livre, tu dis que c'est comme une forme de torture parce que oui. tu utilises aussi l'expression de persuasion coercitive. Puis là, toi, tu viens de parler de brainwashing aussi. Donc, tout ça, le TR touche à tout ça. Tu es assis à 1 mètre devant l'autre personne et tu dois être en position carrée sur ta chaise, le dos droit, les pieds à plat, les mains sur les genoux, et tu n'as pas le droit de bouger pendant plusieurs heures. Mm-hmm. Tu dois fixer l'autre personne dans les yeux directement. Oui, Michel Bellé. Juste pour mentionner que c'est vraiment pas un entraînement à la communication dans ce temps-là parce qu'il n'y a pas de communication qui se fait. Fait que le fait d'appeler ça une TR, c'est complètement, je trouve, absurde. C'est parce que les TR, là, tu en as 8. Le premier TR, là, tu dois passer des heures devant l'autre individu en avant avec les yeux fermés pendant des heures de temps. Puis, là, tu as du monde qui se promène autour de toi dans ton environnement. Sans t'en rendre compte, là, tu as les yeux fermés puis tu laisses des gens rentrer dans ta bulle. Puis tu restes là aussi, il faut que tu t'habitues à pas bouger. Tu viens que tu as super mal dans les fesses, tu as mal dans le dos, tu as mal dans le cou. Après, le TR numéro 2, ou plutôt le TR 0, yeux ouverts. Là, tu fixes, tu es autorisé à ouvrir tes yeux, puis tu dois rester dans la même position. Puis là, tu fixes la personne dans les yeux, encore là, pendant plusieurs heures de temps. Tu viens des yeux qui brûlent, puis si tu clignotes trop des yeux, on te donne un raté. Pour réussir à passer, il faut que tu arrives à rester là sans bouger, impassible, pendant des heures de temps. Ou au tout début, on pourrait dire pendant 40 minutes, 45 minutes. Mais c'est suffisant pour te mettre dans cette... C'est ça que j'appelle une forme de torture. Mm-hmm. Parce que tu viens que tu as mal partout. Puis la seule façon pour éviter cette douleur-là, c'est comme tu t'en vas comme dans un état comme dans la Lune. Mm-hmm. Tu es comme dans la Lune, tu dissocies. Puis là, tu commences à ignorer ta douleur que tu as dans les fesses. Puis tout. Tu veux réussir, toi, tu veux l'avoir ta pause pour passer à l'autre TR, pour passer à l'autre cours après. Fait que tu te forces. Puis là, Hubbard, dans son enseignement, il dit « What comes with will go with ». Ça veut dire, qu'est-ce qui apparaît pendant que tu fais l'exercice va partir en faisant l'exercice. Oui. Ben, il a raison, parce que plus que tu persistes à faire l'exercice, plus que tu te dissocies puis tu te détaches de ta douleur physique. Mais là, tu t'en vas dans la dissociation dont j'ai parlé beaucoup dans nos entrevues de dissociation parce que c'est ça que les sectes utilisent en général. Te mettre dans cet état-là parce que là, tu deviens manipulable puis tu deviens suggestible quand tu es dans cet état-là. Dans ton livre, tu dis que cet état de dissociation-là, tu y accédais souvent. En fait, à partir du moment où tu as trouvé le truc, en faisant les exercices de TR, à partir du moment où tu as trouvé le truc, ça devenait plus facile après parce que tu retournais dans une TR suivante. Là, il y en avait comme plusieurs. Puis là, tu savais le truc, comment tomber un peu dissocié, comment tomber dans l'une. Et moi, là, la première fois que j'ai dissocié, là, c'est quand j'ai été violé. Ouais. J'ai sorti de mon corps. Mais j'ai pas sorti de mon corps. Mais c'est l'effet qu'on a. Ouais. On va à l'extrême. Ça s'appelle la dépersonnalisation. Quand une personne s'en va, ça, c'est n'importe quel trauma. Moi, ça a été une histoire de sexuelle, mais mettons, quelqu'un t'agresse, quelqu'un, oui, il s'en vient vers toi, là, puis il va te donner un coup de hache dans la tête, là. Okay. Pour ça, c'est un phénomène psychologique qui est bien connu. Je sais que toi, tu associes ça beaucoup à ça, et c'est vrai que c'est bien connu, mais pour en revenir
à un moment donné, tu as trouvé le truc pour y retourner, retomber dans l'une. Parce que ce que je veux dire, c'est que les jeunes, là, quand tu vis là, de la dissociation dans ton enfance, tu vas le chercher, ça, veux pas, dans le reste plus tard dans ta vie. Souvent, on va tomber dans l'alcool, dans la drogue. On va chercher à faire des jeux extrêmes. Sauter en parachute, faire de la vitesse sur l'autoroute. Toujours des extrêmes pour nous mettre dans un même état de dissociation. Oui, mais moi, je donc, vraiment... moi, je suis devenu accro à ça, oui. Okay. Et puis après ça, en scientologie, aussi, j'ai lu dans un autre papier, là, je peux pas te dire le nom de l'auteur, puis tout. Des fois, juste de retourner dans les locaux où ce que c'est cet état-là, tu as vécu cet état-là, juste de retourner dans le même espace, ça te met dans le même état d'être. Donc, en scientologie, il y a des gens qui sont en scientologie, là, ils sont dans cet état-là pratiquement 24/24. Ben c'est ça, à un moment donné, tu étais capable de rentrer puis de sortir dans une espèce d'état un état altéré de conscience. Ben, c'est pas la volonté qui fait ça. Mais quand tu rentres juste à rentrer dans l'église de scientologie, puis à revenir dans l'environnement, puis me remettre à faire des TR, là, tout de suite, je repartais, je revenais dans cet état-là. Okay. C'est ça le miracle de la scientologie qu'a eu bord, que le monde accroche tellement à scientologie, parce qu'on est bien dans cet état-là. On n'est plus en contact avec tout ce qui fait souffrir au niveau des émotions. Toutes les émotions perturbantes, là, on arrive à les éviter. C'est pour ça que tu appelles ça un pink cloud aussi. Tu appelles ça le pink cloud. Oui, c'est ça. Tu vas dans des environnements scientologiques, les gens sont tous « Hey, t'es là-dedans, t'as l'impression d'être sur une autre planète. » On dirait qu'on est dans Alice au pays des merveilles. Le monde sont « Hey, ça court là-dedans, ça travaille des 16 heures par jour. » Les gens, « Hey, ça sort des 100 000, 200 000, 300 000 pour les prochaines séances d'audition. » L'argent parce qu'ils sont tellement high qu'ils pensent qu'ils vont atteindre encore un nouveau niveau. Mais le high qu'ils ont, c'est rien que ça. C'est les petits cours de TR qui est mis dans cet état-là, ou le parcours de purification qui est une hutte chamanique, mais dans le même état de dissociation. Il y a plusieurs exercices comme ça. Et chez les Brahma Kumaris, c'est leur forme de méditation qui t'enseigne, qui te met dans le même état. Dans ton livre, tu dis aussi que c'est une des choses, le fait d'avoir accéder à cet état altéré de conscience, c'est une des choses qui t'avait fait dire peut-être que Hubbard il y a quelque chose, tu sais, ça t'avait comme donné confiance dans l'organisation parce que tu t'es dit là j'ai atteint quelque chose que je pensais pas retourner là-dedans ou atteindre, fait que t'as comme eu l'impression d'avoir que ça donnait de la crédibilité à l'association. Tu te rappelles? Moi, je pensais que Hubbard c'était un génie. Moi. Oui, mais ça a dû continuer. Je faisais juste un petit peu de scientologie, 2-3 petits cours là. Puis je venais super bien, là. Oui. Parce que je venais dans des états de dissociation. Hubbard, là, il y a son buste dans l'entrée de la scientologie. Puis tu as sa photo partout. Puis là, on le dépeint comme un aviateur, comme un héros de l'armée américaine, comme un gars qui a traversé le monde, qui a étudié avec des chamans dans les montagnes du Tibet. C'est toute la bullshit, mais on te le décrit comme ça. Toi, tu sais pas que c'est de la bullshit. Tu penses que le gars, il a vraiment quelque chose spirituellement qu'il connaît, qui peut te transmettre? J'ai dit, j'en veux de ça. Moi, je veux être bien dans ma peau. Quand je suis retourné en scientologie à 21 ans, là, j'étais en dépression. J'ai juste rentré dans les salles de cours, rentré dans la scientologie, puis d'être un peu dans l'environnement de l'Église de Montréal. Tout de suite, j'ai repogné le même effet, puis j'ai revenu sur mon Pink Cloud. Puis j'ai déconnecté de tout ce qui était dans mon inconscient qui voulait remontrer de mon passé, les traumas que j'avais vécus dans l'enfance. Moi, quand je retournais en scientologie, ça faisait à peu près un an et demi que j'avais réarrêté de boire. À 21 ans, j'avais arrêté de consommer des drogues, j'avais arrêté de boire. Et puis là, j'étais dans un processus de reprendre ma vie en main. Mais j'avais des choses du passé qui voulaient remonter, puis qu'il fallait que je deal avec un thérapeute professionnel, psychologue ou whatever. Puis là, je me suis retrouvé en scientologie. Puis en scientologie, au lieu de m'aider à dealer avec ça, on m'a remis sur mon Pink Cloud. À fuir. On t'a encouragé à fuir. On m'a réencouragé à fuir mes émotions, à déconnecter de mes émotions. Oui. Puis c'est ça, si tu regardes l'échelle des tons de la scientologie, là, il y a, tout ce qui est en bas là, de 2.0, c'est à éviter. Oui. Puis Hubbard dit que les gens qui se tiennent dans cette gamme d'émotions en bas de 2.0,
qui est comme hostilité, apathie, compassion, plein de choses, des sentiments qui sont plus délicats, tu sais, quand des fois, on a envie de parler, on est triste, on a besoin de parler de notre tristesse, on a besoin de parler de notre souffrance. Oui. Mais ça, c'est toutes des choses à éviter en scientologie. Tu fais juste parler des choses qui sont aïe. Oui. Ben, juste pour mettre en contexte là, les auditeurs, cette échelle-là, l'échelle des tons, est possiblement disponible sur Internet. Ça va de -40 à +40, puis c'est comme les tons des tétans, puis il y a plein d'images. Fait que si vous trouvez l'échelle des tons de scientologie, je sais pas, là, si je fais une recherche rapide, je vais regarder s'ils peuvent y accéder pour mieux le suivre avec les... Oui, c'est ça. Google, après, tu vas sur Images, puis il y en a des tons. Oui, c'est ça, pour qu'ils puissent suivre là, de quoi on parle. Et ils vont bien s'amuser s'ils cherchent ça, parce que c'est quand même c'est tordu. Parce que là, tu regardes l'échelle des tons, mais moi, même quand j'étais petit, j'avais 11 ans, j'ai commencé à regarder ça, là. Oui. Puis là, je voyais que Hubbard, là, disait que le fait d'être hostile à quelqu'un, c'était mieux que de cacher son hostilité, de la garder pour soi-même, tu sais, en voulant être tempéré puis ne pas être agressif avec l'autre personne. Ou le fait de pas avoir d'apathie pour quelqu'un, c'est préférable à avoir de l'empathie. Je veux dire, pas d'apathie, de l'empathie. Oui, son échelle c'est comme, c'est bizarre. C'est super tordu. Mais pour que tu adhères à ça, là, tu y adhères parce que tu es dans un état, tu es suggestible, tu es manipulable. Puis moi, j'y ai adhéré. Puis en plus, on dit que si tu vas dans cette échelle, dans le bas de l'échelle de ton, t'es pas un bon scientologue. T'es pas le genre de personne qu'on veut. Ouais. Tu vas pas en scientologie pour parler de ta souffrance, puis ta douleur, tu vas là. La scientologie, c'est pour des personnes capables qui veulent devenir plus capables. Des gens en dépression, en scientologie, ils en veulent pas. Mm-hmm. Moi, quand je suis rentré en scientologie à 21 ans, moi, j'allais mieux quand même qu'un an et demi avant parce que je consommais plus de drogue, je consommais plus d'alcool depuis un an et demi, j'avais retrouvé une bonne job, j'avais des cartes de crédit, j'avais de l'argent, j'étais une personne capable. Peut-être qu'un bon côté de la scientologie, c'est d'encourager les gens à moins consommer, parce que ou à pas consommer. Ils encouragent. Ouais, mais c'est pas eux autres qui m'avaient arrêté. Eux autres, ils s'en foutent de ça. Ah, ils s'en foutent? Ben, ils veulent pas que tu consommes des drogues. Mais si tu prends un coup, là, il y a plein de monde qui prennent un coup solide en scientologie. Tout ce qu'ils demandent, c'est pas avoir bu 48 heures avant de recevoir de l'audition ou des cours. Oui, mais je pensais que tu avais comme de l'audition ou des cours à peu près tout le temps, fait qu'il fallait à peu près... t'en as beaucoup quand tu es sur un service, fait que les gens évitent, mais aussitôt qu'il y en a beaucoup, aussitôt qu'ils ont un break, là, ils vont prendre une brosse, là, parce qu'ils savent qu'ils ne se font pas auditer le lendemain ou le surlendemain. Fait qu'ils vont partir ça à go, tu sais. Eux autres, pour eux, moi, ce que j'ai entendu en scientologie, c'est que l'alcoolisme, c'est une autre invention des psychiatres. Oh. Ça, c'est la phrase préférée des scientologues, là. Tous les problèmes de santé mentale ou de en tout cas, l'alcoolisme, tous ces problèmes-là, c'est toutes des inventions des psys, là. Toutes les étiquettes que les psys nous donneraient, là, le borderline, schizophrène, c'est toutes des inventions de la psychiatrie. Elle est là pour prendre le contrôle du monde, là, puis là, ils nous étiquettent. Fait que là, quand tu arrives en scientologie puis tu dis que tu es alcoolique, eux autres, ça leur passe par une oreille puis ça sort par l'autre. Ils croient pas à ça. OK. Mais ils vont plus loin. Dans le credo, une des choses, c'est que toutes les maladies peuvent être... tu vas pouvoir contrôler ça par l'esprit, là. J'essaie de trouver là où je l'ai noté, mais... oui, ben c'est dans mon livre que j'en parle aussi. Oui, là. Mais dans le credo, ça dit que tu pourrais... une des choses, parce qu'il y a plusieurs choses dans le credo, mais comme les principes de base, c'est que toutes les maladies... Puis je voulais savoir si en scientologie, ils croient aux virus ou aux bactéries ou ces choses-là, parce que toutes les maladies pourraient être réglées par l'esprit, par le pouvoir de la pensée. En scientologie, tu deviens plus fragile quand tu es PTS. Tu es une source potentielle de troubles. Tu es affecté par des personnes suppressives dans ton environnement. En général, des anti-scientologies. Tu deviens plus fragile et plus sensible, donc là, le virus peut t'affecter. Il croit au virus, mais il pense que le pouvoir de la pensée, quand tu es si tu te sens bien dans ta peau, le virus, il pourra rien contre toi. C'est pas si tu te sens bien dans ta peau. C'est si t'es pas environné par des personnes suppressives, comme les OT, là, qui sont en haut du pont, les OT 6, 7, 8, là, devraient pas être affectés par ça. Puis j'en ai parlé dans la dernière enregistrement qu'on a fait de la dame qui était une OT 7,
puis qu'elle a reçu une opération au laser pour enlever quelque chose dans son visage, puis que l'opération s'est mal passée, puis elle est devenue quadraplégique ou qu'il est arrivé quelque chose. Comment ça se fait qu'à OT7, elle a été affectée comme ça, qu'elle a été victime d'un accident? Quand tu es un scientologue à un niveau si élevé, tu n'es pas supposé d'attraper des virus, d'être malade, d'avoir des accidents, t'es pas supposé d'être une source potentielle d'ennui. Aïe, 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 mais c'est fou parce que ça veut dire que par la persuasion, bon, coercitive ou non, ils convainquent les membres de la scientologie de trucs démontrables comme étant faux. Là. Tu sais, c'est très loin de la science à un moment donné de penser que tu as une espèce d'invulnérabilité aux virus, aux bactéries ou aux accidents même.